attendant que les derniers participants nous rejoignent, donc je présente les intervenants de ce débat sur l'impact du vieillissement sur le logement, sur les marchés du logement, sur l'immobilier. Donc nous allons d'abord entendre Hippolyte Dalbis, professeur à l'université de Paris 1 et chercheur associé à la chaire. Ensuite, Jean-Pierre Schaeffer, du service des études de la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, donc poursuivra avec ses commentaires. Enfin, nous écouterons le point de vue extérieur de Guy Marty, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière et rédacteur en chef de la revue Réflexions immobilières. 10 minutes par personne. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc je vais travailler sur le logement, je vais travailler sur l'impact de la démographie sur le logement. Alors vous savez tous que le gouvernement et notamment par le biais de la ministre du Logement a réaffirmé un objectif quantitatif, un objectif qui est relativement fort de 500 000 logements à l'horizon du quinquennat. Et donc on sait bien que toutes ces politiques, ces annonces finalement d'offres ne seront efficaces ou ne seront des succès que si elles rencontrent des besoins. Donc vraiment la question ici c'est d'essayer d'identifier les besoins. Et vous voyez que je vais surtout parler de la France, mais il y a aussi une dimension territoriale. Quelles sont les régions, quels sont les territoires qu'il faut favoriser dans le cadre de la politique d'offres. Et bien pour cela il faut de façon la plus efficace possible, identifier les besoins. Alors pour identifier les besoins, les économistes vont vous dire spontanément que c'est assez simple, il suffit de regarder les prix, et là où il y a des prix qui sont élevés, c'est qu'a priori là, la demande est forte. Le problème c'est que les prix reflètent plutôt un petit peu des comportements passés, et en même temps on peut se dire que le processus de construction, d'aménagement, de construction est un processus relativement long, donc finalement ce serait plutôt les prix futurs dont on aurait besoin de connaître, et anticiper les prix futurs c'est très compliqué. Et notamment ce soir, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire des prévisions de prix. Mais néanmoins, ce que je vais utiliser, c'est la démographie. Parce que la démographie, et surtout à l'aune d'un quinquennat, à l'aune de 5 ans, n'évolue pas si vite que ça. Donc les prévisions sont relativement fiables et elles permettent d'identifier éventuellement des besoins. Parce que finalement, le logement, c'est ça, c'est des gens qui veulent acheter un bien immobilier. Alors, quel est l'effet de la démographie ? Si j'essaye de résumer, il y a un premier effet qui est, si vous voulez, le nombre de gens. D'accord ? Si le nombre de gens s'accroît, il y aura plus besoin de logements. Donc ça c'est sûr. Donc, il y a l'offre d'une certaine manière, puis de l'autre côté, c'est la demande qui va. Mais il y a un autre effet, et ce sur quoi porte essentiellement la présentation, c'est l'effet vieillissement de la population. D'accord ? C'est-à-dire que, en gros, et je vais insister là-dessus, c'est que c'est plutôt des jeunes qui achètent et plutôt des seniors qui y vendent. Et donc la déformation de la structure par âge, c'est-à-dire des proportions de gens de chaque âge, peut avoir un effet aussi sur le marché. Et c'est cette chose-là que je vais voir. Alors pour traiter cette question et pour essayer d'avoir un chiffre quantitatif, dans le cadre du partenariat avec la Caisse des dépôts et la chaire, j'ai essayé de développer une espèce de méthodologie originale pour essayer de faire ces quantifications. Alors l'essentiel, c'est ça. L'essentiel du travail, c'est ce graphique, c'est plutôt ces deux courbes. Alors sur l'axe horizontal, vous avez des âges. Ça commence à 18 ans, ça finit à 92 ans. D'accord ? Et sur l'axe vertical, vous avez des proportions. D'accord ? Et ce que vous disent ces courbes, la courbe bleue, c'est la courbe d'achat, et la courbe rouge, c'est la courbe de vente. Ce que vous disent ces courbes, ce sont des probabilités, ou si on peut dire autrement, des proportions. Alors dans le cas des bleus, des proportions d'acheteurs à chaque âge, et dans le cas du rouge, des proportions de vendeurs à chaque âge. D'accord ? Donc toute la méthodologie, en fait, c'était d'essayer d'extraire, de définir ces courbes. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Si je regarde les acheteurs, finalement, c'est très fort et c'est très concentré sur une période de la vie qui est relativement courte, vous voyez, qui va à peu près de 25 à 37 ans. Et c'est là qu'on peut atteindre les maximums, c'est-à-dire un peu plus de 3%, 3,5% d'une classe d'âge qui va acheter, contrairement à tous les autres âges où c'est beaucoup plus faible. Vous voyez, assez vite, notamment à partir de 50 ans, on peut être à inférieur à 1%. Alors évidemment, ce qui emmène ça, c'est les primo-accédants, qui sont par nature jeunes. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est très marqué en âge. Alors que la vente, on a un comportement qui est très différent. Déjà, on n'a presque rien avant 30 ans. Et à partir de 30 ans, presque, ça reste très constant, autour de 1,5% par an. D'accord ? 1,5% de la promo.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura peut-être un petit peu des discussions là-dessus, hein, il y a le détail méthodologique pour établir ces courbes, mais il y a un élément que je dois souligner, c'est qu'elles évoluent assez peu en fait en fonction du temps. D'accord ? Et même dans des environnements de prix différents, eh bien, elles évoluent relativement peu. Et donc, ce qui est important, c'est que finalement, il va y avoir autant de gens qui vont acheter, mais vous voyez, si c'est plus cher et s'ils n'ont pas les mêmes conditions économiques, bah, tout simplement, ils vont acheter plus petit. Quoi, vous voyez, donc l'inégalité entre les générations, elle sera plutôt là sur la taille du patrimoine. Mais il sera de même valeur. Alors, une fois qu'on a les comportements par âge, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre la pyramide des âges, quoi, la structure démographique qui nous est donnée par l'INSEE, et puis pour chaque âge, on multiplie par la proportion de gens qui achètent par âge. Et même chose pour la proportion de gens qui vendent. D'accord ? Et si on fait la somme de tout ça, on va avoir un nombre d'acheteurs qui est prédit par le modèle et un nombre de vendeurs. Et on va pouvoir comparer le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. La différence entre ces deux éléments, ça va nous donner quelque chose qui va être une espèce de tension sur le marché. Donc je vais calculer ça, ce sont ces courbes-là. Donc ces courbes, elles sont calées sur, bon, elles ont été faites à partir de l'enquête logement, donc elles sont calées sur 2005. Donc ce chiffre-là, c'est le chiffre, la courbe rouge que je voudrais que vous voyez. Donc à 120 000, une différence de 120 000 qui correspond à peu près au neuf, quoi, aux ventes de neuf dans la résidence principale. Là, je ne regarde que la résidence principale et pour la France, d'accord ? Et puis après, je vais faire varier la pyramide des âges. Donc simplement, ce qu'on va voir comme évolution, là vous avez les différentes années, et là vous avez un nombre de logements, si vous voulez, une différence. Et la seule chose qui change avec cette courbe, ce sont la démographie. Donc c'est vraiment l'impact de la démographie là-dessus. Donc je suis cette courbe, et d'abord je vais commencer en arrière, d'accord ? Vous voyez, je commence à 1953, donc je suis à un peu plus de 100 000 de différence, donc il y avait un besoin déjà à l'époque, selon ça. Mais il y a surtout un moment qui va être très important, c'est vers le milieu des années 70, il va y avoir une énorme augmentation. D'accord ? Et cette énorme augmentation, elle s'explique par quoi ? Ah non, pas le pétrolier. Là, je ne fais bouger que la démographie. Donc c'est les baby-boomers. Les baby-boomers, qu'est-ce que c'est ? C'est juste après la guerre, il y a 900 000 personnes qui vont naître. Vous voyez ? C'est un choc absolument énorme. Juste au milieu de la guerre, on est à peu près à 350 000 bébés qui naissent. Hein. Et depuis la Première Guerre mondiale, on était en constante baisse. D'accord ? Là, on est à 900 000. C'est quelque chose qu'on va garder jusqu'à peu près jusqu'à les années 73. D'accord ? Et les années 73, il y a un gros choc bas. D'accord ? Donc là, les baby-boomers arrivent. Ils vont complètement modifier le marché par leur nombre. D'accord ? Et ce choc, finalement, vous voyez, donc on a une très très forte croissance de besoin de logement qui va durer à peu près jusqu'au début des années 90, l'âge auquel les baby-boomers ont 40 ans. Vous voyez, début des années 90, les baby-boomers ont à peu près 40 ans et un petit peu plus. Et donc, ils commencent à sortir. Vous voyez, il commence à sortir de l'âge où on achète beaucoup. D'accord ? C'est l'endroit en fait où mes deux courbes, acheteurs-vendeurs, se croisent. D'accord ? Et ça commence à diminuer, et ça diminue, ça diminue. Après, qu'est-ce que je fais ? Je prends les prévisions de l'INSEE, là, c'est le compte central, on discutera un petit peu de ça. Et donc, on a une diminution constante. Il y a aussi une courbe bleue. Alors la courbe bleue, c'est une courbe théorique qui est construite en faisant varier la démographie, mais en maintenant la population constante. Vous voyez ? Je reprends la même structure d'âge qui se déforme au cours du temps, qui est celle-là, mais je garde la même structure, garde la même population. Et donc on voit que les effets sont beaucoup moindres. D'accord ? Donc il y a bien les deux effets dont je vous parlais en introduction, qui est la force de la population, et c'est un atout de la population française. On est très nombreux, et ça a un impact sur le marché du logement, mais il y a aussi le vieillissement. Et vous voyez qu'à partir des années, en fait, j'ai dit 90, oui, 95, début des années 2000, il y a l'effet démographique et du vieillissement qui va augmenter. Ça, c'est selon les différentes prévisions de l'INSEE. Donc vous voyez, donc là on est à peu près on est en quoi ? On est en 2012, vous voyez, on est à peu près là. Donc après en fonction des différentes prévisions, bon, ils ont différents scénarios, mais on est toujours baissier, d'accord ? Hein, et ça c'est vraiment le message principal de cette chose-là. Alors on est baissier, mais on reste positif. Hein, on a toujours un surplus de demande. D'accord ? Donc voilà un peu la conclusion principale de cette étude, c'est d'avoir été capable de quantifier ça et de voir l'impact des trucs. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire un mot sur les prix ? Alors ça, c'est la courbe des prix. C'est les prix réels, c'est-à-dire déflatés de la prix de la consommation, c'est les prix relatifs, si vous voulez. On commence en 75 et on finit en 2011. Bon, vous voyez, il y a quand même un événement qui est très particulier, hein, c'est ce qui se passe en France depuis les années 2000.
qui est même au regard de ce qui s'était passé avant. Alors on dit ça ne baisse pas, ça a baissé, hein. Il y a eu des baisses auparavant. Là on est dans un phénomène comme ça. C'est très difficile d'expliquer ça, d'accord. Et parce que c'est très difficile d'expliquer cette montée, c'est très difficile aussi d'anticiper ce qui va se passer après, d'accord. Déjà que si on ne connaît pas bien déjà ce qui s'est passé dans les années récentes, difficile de prévoir. Bon, il y a des idées, etc., mais c'est pas vraiment l'objet de la présentation. Néanmoins, moi, ce sur quoi je veux intervenir, vous voyez, c'est que ça commence à augmenter à partir des années 2000, à partir du moment où mon graphique montre qu'il y avait une diminution des besoins. D'accord, hein, c'est à partir, justement, là, on commençait à baisser, quoi. Alors, comment ça s'explique? C'est que ça, ce sont des variables de flux. Vous voyez, c'est à un moment donné la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Et évidemment, pour avoir une analyse un petit peu plus brutale des effets de tension sur les prix, mais il faudrait avoir les stocks. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le stock de besoins initialement. Mais alors, pour certains trucs, là, ce que j'ai fait simplement, je prends à partir des années 85, 84, milieu des années 80, je reprends ces différences entre acheteurs et vendeurs, d'accord, qui étaient toujours positives, d'accord. Donc on s'attend à avoir quelque chose de croissant, et je retranche les commercialisations de neuf. Donc je reste quand même dans les positifs, mais depuis les années 2000, depuis maintenant, d'accord. Donc on est toujours quelque chose qui croît, hein, c'est en basse 100 en 84, mais depuis les années 2000, etc., quand même, l'effet du vieillissement et de la construction neuve en France, d'accord, fait que les besoins cumulés n'augmentent plus. D'accord, on a toujours des besoins positifs. D'accord. Alors, et le dernier slide, eh bien, simplement, j'ai simulé l'impact si vous voulez, d'un gouvernement, quoi, de la mesure gouvernementale, qui était de faire 100 000 logements par an, d'accord. Et puis je le fais jusqu'à 2060, et je le remets dessus, et voilà l'impact, d'accord. Donc, si on maintenait 100 000 logements par an, d'accord, ce qui n'est pas sûr, hein, qu'on puisse le faire, il faudrait qu'ils soient vendus. Donc, vous voyez, on est à peu près là. Donc, vous voyez, on est dans cette zone, etc. Donc, si on maintenait 100 000, c'est quand même beaucoup. Ça fait diminuer, ça diminue. On est toujours sur des besoins positifs, hein. On n'est pas sur les besoins négatifs. D'accord. Il y a beaucoup de régions pour lesquelles qui auraient une démographie beaucoup moins favorable que la France, hein, dans le sens beaucoup moins dynamique, où il pourrait y avoir des besoins négatifs. D'accord. Donc la première conclusion, c'est ça. Alors, donc voilà un petit peu, c'est plus une maquette méthodologique pour montrer ce qu'on peut faire. D'accord. On le fait avec certaines données, qui sont les données de l'enquête logement, qui ont leurs défauts, et qui ont notamment comme défaut, et c'est pour moi un point important, d'être en petit nombre lorsqu'on regarde chaque âge. D'accord. Et notamment lorsqu'on regarde les seniors. D'accord. Donc on a très peu d'observations, donc c'est des choses qui sont assez peu fiables. Donc pour voir les effets du vieillissement, c'est un petit peu complexe, et si on veut faire ça pour chaque région, eh bien, il faudrait des bases de données nettement plus grandes que l'enquête logement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, alors, en préalable, je voulais dire que nous, du côté de la Caisse et du côté, je dirais presque du milieu des gens qui s'intéressent à l'économie de l'habitat, d'abord, on est très content de voir des économistes qui viennent s'intéresser à ce domaine, parce que généralement, on déplore qu'il n'y ait pas assez de travaux nouveaux. Donc, l'idée qu'il y ait des approches originales et un peu des nouveaux venus dans ce champ, nous, ça nous fait plaisir. Après, je ne vais pas, dans le temps imparti, développer les questions effectivement méthodologiques, mais on y a fait rapidement allusion. Effectivement, on a des problèmes d'information dans le champ du logement. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé en général sur la démographie ou sur le champ de la retraite. Dans le champ de l'immobilier, on est dans des secteurs qui sont concurrentiels, où il y a des problèmes de transparence, où l'information a une valeur, elle a un coût, elle a une valeur. Donc effectivement, il y a des problèmes de source. On a au sein de cette enquête nationale logement, qui est une enquête sur 40 000 ménages, qui est quand même l'une des plus grosses enquêtes de l'INSEE, donc c'est quelque chose d'extrêmement riche. Il y a 150 questions et c'est un truc colossal, mais effectivement, on a enquêté 40 000 ménages. Donc, par rapport à l'étude qui est mise là, il y a un certain nombre de problèmes méthodologiques sur notamment le calcul de vendeurs et d'acheteurs. En fait, on a des écarts, alors qu'on se dirait qu'a priori, il devrait y avoir, si les opérations se font, autant de vendeurs que d'acheteurs. Alors, surtout qu'il y a effectivement le neuf auquel vous avez fait allusion. Il y a d'autres choses qui se font dans les transmissions. Je crois que Guy Marty y fera référence. Mais bon, on a un certain nombre de problèmes méthodologiques. En tout cas, c'est original. Moi, j'avais jamais vu ce type d'approche.
On aurait d'autres études qu'on pourrait utiliser avec des sources qui s'appellent, nous, dans notre jargon, Philocom. Il y a aussi les fichiers des notaires qui nous intéressent bien aussi, qui posent d'autres problèmes méthodologiques. Quand on étudie d'autres sources, on peut avoir quelques millions de logements. On a 1 million de logements, par exemple, en HLM qui disparaissent dans Philocom. Donc, de toute façon, quand on cherche dans notre domaine, il y a de l'information, il y a de gros problèmes méthodologiques. Donc, il ne faut pas être surpris que des fois, vous ayez du mal à retrouver autant d'acheteurs que de vendeurs. Il est exact que les travaux que vous évoquez ne sont pas territorialisés, donc on est effectivement dans un champ macroéconomique, mais qui est quand même intéressant. On peut des fois faire des zooms sur quelques régions sur lesquelles il y a un suréchantillonnage, notamment l'Île-de-France, qui est quand même l'objet de tout. Savoir si les prix vont baisser en Île-de-France, ça vous intéresse. Savoir s'il faut acheter ou vendre demain matin, c'est un sujet. Si on avait dit, aujourd'hui on vous dit combien ça va baisser en Île-de-France, hein, on aurait rempli de nombreux espaces. Alors, avec toutes les prudences qui s'imposent, les prudences méthodologiques. Alors, on a effectivement l'originalité du travail, c'est que vous étudiez un milieu qui se déforme. Dans le milieu de l'immobilier, nous, on travaille beaucoup sur les boîtes, les logements. On les cerne assez bien parce qu'ils sont là où ils sont. Les ménages, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal. Par exemple, là, vous avez évoqué, je me rends compte nous, on parle de primo-accédant et de secondo-accédant. Mais finalement, on se rend compte que je n'ai pas de concept comme primo-vendeur et secondo-vendeur. Parce qu'on pourrait se poser la question des ventes multiples, notamment derrière votre sujet, se poserait la question des multipropriétaires, par exemple. Alors, un des points méthodologiques qui est délicat, c'est que dans l'enquête, vous avez pris des gens qui ont vendu une résidence principale à quelqu'un d'autre qui l'a pris comme résidence principale. Mais il se trouve que dans l'état de la matière, un logement, il peut passer par 3 états. Résidence principale, résidence secondaire et résidence vacante. Et vous pouvez passer dans des états de la matière, en quelques mois, vous pouvez très bien passer sur ces 3 états. Donc c'est une difficulté aussi méthodologique. Quand les gens déclarent qu'ils ont vendu une résidence principale, on ne sait pas très bien forcément ce que ça veut dire. Vous avez aussi un autre problème méthodologique qui est sur la notion de personne de référence. Mais donc là, on a quelques problèmes sur ces stocks. Alors, j'admets que vous avez réussi à dépasser ça, mais il y a un phénomène majeur qui est une des difficultés de la courbe de Frigid, enfin des courbes qui montrent la hausse des prix depuis 2000. Hein. On a des difficultés méthodologiques majeures, c'est que nous sommes en train de travailler sur un stock qui s'est accru. Il y avait 12 millions de logements en France en 1948, il y en a 33 millions. Donc, on est en même temps en train de parler d'une base commerciale qui s'accroît. C'est-à-dire que vous avez un nombre de ménages qui varie, des populations qui varient, mais vous avez par ailleurs un stock qui s'accroît chaque année d'environ 1%. Donc la base vendable, on pourrait y revenir, mais le marché lui-même, il se déforme aussi. C'était un des points que je me disais, c'est-à-dire que vous faites quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que vous suivez des populations qui changent, mais il se trouve qu'en plus, en 1960, il n'y avait pas grand-chose à vendre en logement, parce qu'il y avait un petit bout de population qui était propriétaire, mais pas beaucoup, un bout qui était en HLM, pas beaucoup, et il y avait du locatif privé. Et puis plein de statuts divers. Depuis ce temps-là, le parc s'est accru et la base vendable, la masse commerciale globalement, s'est accrue. Alors on s'est d'ailleurs posé la question dans le fait que la hausse des prix qu'on a observé, qui suscite effectivement des débats qu'on ne va pas aborder, parce que là, il y a des séminaires entiers qui s'y consacrent. Il y a des écrits de Frigid et puis d'autres gens. On se demande s'il n'y a pas effectivement des effets patrimoine. Donc, on a un débat peut-être sur cette base. Sur le plan territorial, c'est sûr que là, vous avez évoqué par exemple des chiffres nationaux. Quand on dit 500 000 logements, le gouvernement, effectivement, on a évoqué le commissariat au plan. On n'a pas de commissariat au plan pour décréter combien on va faire de logements. En fait, tout gouvernement aime bien le chiffre de 500 000 parce que c'est un chiffre rond qui avait été calculé par nos amis, je ne sais pas si Denis Burkel est dans la salle, mais par nos amis de Dauphine. Enfin, c'est un chiffre qui s'est bien vendu. Bon, on pourrait débattre, peut-être que ce n'est pas 500 000, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il y en ait 70 000 en Ile-de-France, et puis qu'ailleurs, il y en ait peut-être nettement moins, mais ça dépasse notre sujet. Mais en tout cas, territorialement, on aurait envie d'affiner, mais là, on a des limites méthodologiques dans les échantillons. La question des multipropriétaires, du fait qu'il y ait des ventes diverses de produits divers, est un sujet méthodologique. Alors, sur le fond, nous, on s'intéresse bien, on va relire avec attention vos travaux, parce que je crois que là, vous avez donc fait des évolutions par rapport aux versions antérieures. On s'interroge quand même sur les effets de stock.
Donc, est-ce qu'effectivement, ça va baisser parce qu'il y aura plus de vendeurs? En gros, hein, c'est ce qu'on retient. Alors, la question, c'est, ça va baisser par rapport à quoi? Est-ce qu'on est en relatif ou en absolu? C'est-à-dire sur des prix qui ont quoi, doublé, c'est ça? Sur la période sous revue, on va dire depuis 2000. Effectivement, de même qu'on peut y avoir une petite baisse, si ça baisse de 5%, de 10%, à la limite, est-ce que c'est peut-être un sujet anecdotique? Est-ce qu'il y aura des résistances à la baisse? Ça va être un peu la question qui peut se poser. Et l'autre question, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y aura pas de vente, mais il y aura des transmissions sans vente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura... c'est un des problèmes. Est-ce que le marché va être clivé entre ceux qui vont avoir une transmission de biens? Donc là, je rejoins peut-être avec des sujets sur l'héritage. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont recevoir directement, et puis une partie qui, elle, de toute façon, n'a pas fait le saut de l'accession et ne pourra pas faire le saut de l'accession. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe un certain nombre de gens sur le blocage de l'accession. Donc, il est possible que le marché, les prix baissent, mais ils baissent en relatif. Peut-être qu'ils vont peu baisser en absolu. Est-ce qu'il y a des effets de cliquet ou des effondrements? Donc là, c'est un peu un débat qui est ouvert. Après, il y a tout le débat de la territorialisation, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des mouvements de population? On se rend compte qu'il y a des travaux sur l'attraction des territoires, la non-attraction, alors on parle d'héliotropisme, de thalassotropisme, est-ce qu'il y aura des ventes? Je sais qu'il y a différents bureaux d'études, je pense aussi les BIP qui ont fait des analyses sur des territoires qui vont attirer des jeunes ou des personnes âgées. Donc là, après, concrètement et sur le terrain, on se dit bien que sur Paris Intramuros, pour lequel on a des courbes extrêmement détaillées, ça va être suivi avec beaucoup de soins. Sur le reste du territoire, il peut y avoir des changements beaucoup plus modulés. Alors, effectivement, sur les territoires, on a l'impression qu'il y aura des lieux de consensus et des lieux sur lesquels il y aura peut-être moins de consensus. Donc, là, les déterminants de la demande locale, ça demanderait des modèles qui restent peut-être encore à écrire. Voilà, c'était mes réactions un petit peu à brûle pour point. En tout cas, je voudrais dire qu'on va relire avec intérêt vos calculs. On va essayer de mieux comprendre quand même le décalage acheteur-vendeur, parce qu'on se dit que là, il y a peut-être des questions à se poser dans lesquelles le neuf n'explique pas complètement les décalages. Alors, en fait, je réponds? Oui. En une minute? En une minute, ouais, voilà. Donc, les vendeurs, en fait, la distribution des vendeurs, après on la cale sur la structure par âge de la population. Si on fait ça, spontanément, on obtient des chiffres qui sont beaucoup trop faibles. C'est ce qui était mis dans l'étude. Je présente tout de façon très honnête. Et ça marche très bien sur les achats. Et on a eu beaucoup de questions et beaucoup d'échanges avec la Caisse pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas si bien sur les vendeurs. Alors, il y a peut-être un élément tout simplement d'enquête qui est que finalement, l'enquêteur vient chez vous, d'accord? Et puis il vous dit, est-ce que vous êtes propriétaire de votre appartement? Donc ça, je pense que c'est des questions auxquelles on répond très bien. Est-ce que la question sur la vente, elle se dit, est-ce que au cours des 4 dernières années, vous avez vendu, vous ou une personne de votre famille a vendu, peut-être que voilà, il trouve que peut-être que la personne enquêtée trouve que c'est peut-être pas le problème de l'enquêteur et du coup voilà, et donc il y a peut-être un sous-report et c'est peut-être des effets comme ça. Donc normalement c'est pondéré, etc. Mais donc alors ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on obtient une distribution par âge qui, lorsqu'elle est calée sur la structure de la population, donne quelque chose qui est sous-estimé et donc on recale tout en fonction de la bonne valeur agrégée. D'accord ? Donc on garde la forme, mais c'est simplement l'intégrale sous la courbe qui est modifiée. Donc c'est la première partie. Vous soulignez aussi le problème de la personne de référence, c'est un énorme problème, et c'est toujours un problème dans les enquêtes. C'est particulièrement un problème pour le logement, parce qu'en fait on achète à deux. Donc qui est là j'ai passé sous silence que c'est dans la note, etc. Mais j'ai passé sous silence dans le cadre de la présentation. Qui achète? Évidemment c'est un couple, et c'est assez rare qu'ils aient le même âge. Donc en règle générale, monsieur a 2 ans de plus que madame, mais c'est pas si vrai que ça. Donc ça c'est aussi une question qu'il faut traiter et qu'on a traitée. La base vendable s'accroît. Oui, alors tous les actifs, des marchés qui s'accroissent, ça c'est vrai que c'est une question méthodo. Bon, il y a la question des territoires. Alors les territoires c'est très important. Parce que il y a de la migration, vous savez, en France, bien sûr, qui est relativement importante, mais le poids relatif de chaque région dans la population totale n'a pas tellement changé. Ce qui a vraiment changé, c'est la structure par âge de la population. Paris est une structure jeune, comparée à des régions, je dirais, du Sud, etc., comme PACA. Et donc ça joue énormément. Mais
on a besoin de refaire l'exercice avec leur structure, avec leur comportement d'achat et de vente chez eux, parce qu'il faut recalculer des courbes d'acheteurs et de vendeurs. D'accord ? L'acheteur moyen en PACA est beaucoup plus âgé qu'un acheteur moyen à Paris. Donc il faut refaire les courbes et pour pouvoir apprécier les évolutions dans les différents territoires. D'accord ? C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de données. Résistance à la baisse, les prix et tout ça, je garde. Bon, on discutera de ça un jour. Mais... Merci. Bon. Alors déjà, je l'avais dit lors du séminaire intermédiaire, j'ai trouvé ce travail tout à fait passionnant. Et alors en même temps, bon, je suis à la fois passionné et frustré. C'est-à-dire que on voit bien que là, il y a une entrée dans un sujet qui est intéressant, qui est important. Cette entrée se fait à partir des données d'une enquête qui est ce qu'elle est. Et donc, il y a plein d'autres questions qui sont mises autour. Alors, je voudrais essayer un petit peu d'où pourraient venir les frustrations et donc quelles seraient peut-être des pistes d'approfondissement pour les chapitres 2, 3, 4, etc. Et, bon, l'un des problèmes, à mon sens, vient du fait que si on regarde démographie, vieillissement, et juste acheteur-vendeur, on est sur une résultante. On observe quelque chose qui est autant un effet qu'une cause. Et au niveau des effets, on peut dire qu'il y a peut-être pas mal de causes extérieures. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer à la fois les effets de marché immobilier, les effets d'environnement économique, les effets démographiques, etc. Si on regarde par exemple l'environnement économique et financier, en fait, la période étudiée, toute la période 2000 à aujourd'hui, est une période où il y a eu, dans tous les pays avancés, une sorte d'action concertée, alors peut-être pas voulue, mais en tout cas, il s'est passé qu'on a fait des acheteurs d'immobilier dans cette période-là. Et ça n'avait rien à voir avec la démographie, ça avait à voir avec les conditions financières et avec le fait que les banquiers voulaient prêter. Hein, bon, je rappelle brièvement, premièrement, les taux d'intérêt étaient bas et à ce moment-là, les banquiers se sont dit que ce qui pouvait transformer un locataire en propriétaire, c'est de faire un remboursement de crédit qui soit égal à la mensualité de loyer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a allongé les durées de crédit. Sur le postulat, de toute façon, peu importe si la personne allait aller jusqu'au bout ou pas, de toute façon, elle peut passer de locataire à propriétaire. Le deuxième point, c'est que toutes ces sociétés avancées sont trouvées dans une société tertiaire, et on sait que dans le tertiaire, à la différence des sociétés industrielles, une fois qu'on est rentré sur le marché du travail, en gros, on y est. Autrement dit, les banquiers ont pu prêter à des jeunes, parce qu'ils savaient qu'une fois qu'ils ont un travail, bon, il y a beaucoup moins de volatilité de l'emploi dans les sociétés tertiaires que dans les sociétés industrielles. Et troisième point, la solvabilité intergénérationnelle. C'est tout le mystère derrière la courbe de Frigit. C'est que normalement, ou derrière les études qu'avait fait la BCE en 2003, le FMI en 2003, etc., vous savez, pas mal de grands organismes avaient conclu en milieu 2003 que le logement, les prix du logement allaient s'effondrer partout dans les pays avancés tout de suite. Bon. Et à l'époque, certains comme nous avions répondu, vous inquiétez pas, les ménages ne liront pas ces études, ils ne sauront pas qu'ils n'ont plus d'argent et donc ils continueront à acheter. Parce qu'il y avait une erreur. L'erreur, c'est qu'il y a dans nos sociétés une solvabilité intergénérationnelle. Et en plus, elle est réelle ou virtuelle. Le banquier prête aux jeunes gens de 26, 27, 28 ans parce qu'ils ont la famille dans l'agence. C'est une sorte de garantie sans caution, mais qui fonctionne. Donc tout cela a fait que dans tous les pays avancés, on a créé beaucoup d'acheteurs dans cette période, et ça pourrait être remis en cause par les conditions économiques un peu différentes aujourd'hui. Donc, pour dire que l'environnement global a bougé. Moi, je vois aussi un autre environnement qui bouge. Vous savez que l'INSEE a découvert il y a quelques années que la cause principale du divorce, c'était le mariage. C'est-à-dire qu'on vient d'une situation très particulière dans laquelle la proportion de divorces par rapport au mariage a augmenté. Mais ça y est, c'est stable maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe selon qu'on étudie le marché dans une proportion qui augmente ou dans une proportion stable ? Alors, encore une fois, c'est une frustration, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour tout ce qu'il y aurait comme question autour pour élargir, préciser, etc. De la même façon, on a des changements de comportement patrimoniaux. Après tout, on a une génération aujourd'hui qui est en train d'expérimenter, d'être à la retraite et d'avoir ses parents à la retraite. Et ça,
ça joue énormément sur les comportements par rapport à la résidence, par rapport à l'immobilier, etc. Donc, pour différentes raisons, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, aussi bien donc sociologiques qu'économiques, financières, qui font qu'il serait intéressant de se demander dans quelle mesure les chiffres obtenus aujourd'hui sont influencés par ces changements ou peuvent être considérés comme relativement pérennes. Donc ça, ce serait une piste où, à la limite, on aimerait bien savoir derrière, on aimerait avoir la suite. Alors, j'aimerais faire 2 autres réflexions. La première, sur le territorial. Alors, on sait très bien que les données territoriales en France n'ont pas du tout la même précision que les données nationales. Bon, on s'aperçoit qu'on peut travailler quand même. Je sais que nous, à l'UEF, on a fait certaines données régionales et on a eu une grande surprise. On s'est aperçu que les moyennes nationales sont parfois totalement trompeuses. C'est-à-dire il y a trop d'irrégularités entre les régions, avec notamment le fait d'attractivité ou non au niveau économique, donc au niveau population, donc au niveau pression sur les parcs du logement. Parce que ce n'est pas forcément dans les régions qui sont très tendues par attractivité économique qu'il y a l'effort de construction le plus grand. Et en même temps, c'est là qu'il y aurait quand même les revenus qui ont tendance à suivre. Si bien qu'on arrive à des paradoxes, par exemple. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'encadrement des loyers. Bon. Si on regarde de près, il n'y a pas besoin d'encadrer les loyers dans les régions tendues. Parce que dans ces régions-là, en fait, on s'aperçoit que les revenus ont tendance à suivre. Parce qu'il y a dynamisme économique. En fait, il faudrait curieusement contrôler les loyers, si on voulait, dans cette piste. Je ne dis pas que je suis partisan, mais dans les régions non tendues, parce que c'est là que les revenus ont du mal à suivre. Et on a donc des paradoxes. C'est-à-dire que si on se fixe sur les moyennes nationales, on peut arriver en fait à des sophismes qui peuvent être assez dangereux. Et je pense que ça peut être intéressant de vraiment approfondir, quitte à trouver un échantillon d'une région particulière. Je pense que c'est peut-être trop ambitieux de vouloir faire toutes les régions françaises. Mais s'il pouvait y avoir une région, test, qui serait vraiment étudiée avec les moyens, il y aurait sûrement là des éléments extrêmement intéressants qui pourraient sortir. Alors enfin, sur les prix, je ne peux pas m'empêcher de parler des prix, puisque c'est un peu l'une de nos spécialités de regarder cela. Je crois qu'on doit faire très très attention, c'est-à-dire qu'il se passe 2 choses. D'abord, la conclusion de votre étude, moi elle m'a fait très plaisir de dire que à partir justement de vos courbes, on arrive au fait que normalement les prix devraient baisser. Et je vous signale qu'on a le même constat en bourse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le PE en bourse correspond à l'âge de la population. Une population jeune fait un PE élevé et une population vieillissante fait baisser le PE. Donc le PE baisse avec l'âge des populations. Autrement dit, on doit aller vers une tendance à long terme de moindre PE en bourse, indépendamment de tous les autres facteurs. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal d'études faites là-dessus. Sur 150 ans de bourse américaine qu'on peut étudier, on a bien exactement ça. C'est assez fascinant. Bon. Donc le fait qu'on arrive sur le logement à une conclusion du même type montre que vous êtes sur une piste très fertile. Par contre, sur les prix, je pense qu'on ne peut pas oublier que la France est l'un des 2 pays européens avec la Grande-Bretagne à n'avoir pas réussi à construire autant de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est de la faute de personne, en tout cas pas d'un universitaire qui étudie le logement, mais c'est un phénomène extrêmement perturbant, extrêmement arbitraire dans l'analyse des prix et dans l'analyse de la formation des prix. Et je crois que là, il faudra un peu de modestie parce que, en fait, en France, on ne construit pas autant qu'on a de nouveaux ménages. Voilà. Alors, après, on se demande comment on fait. Il se trouve que dans la France des 15 dernières années, il y avait beaucoup de vide. Dans les statistiques, il y avait énormément de résidences secondaires ou vacantes dans le 93, par exemple. On appelait ça secondaire, mais je ne sais pas ce que c'est. Toujours au cours des dernières années, on a rempli beaucoup de vides. Et en fait, on est un peu en France aujourd'hui à un moment de vérité. L'Angleterre a passé depuis longtemps son moment de vérité. Il pratique la colocation, plusieurs familles dans une maison, ou la cohabitation. En France, on n'a pas encore passé le moment de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rythme de construction annuel qui est inférieur au rythme de création de nouveaux ménages, alors qu'on n'a plus de stock vacant. Donc on risque d'avoir des perturbations, et je pense que ça risque d'être pendant un certain temps encore en dehors du champ de votre étude. Mais en tout cas,
une fois faites ces réflexions, qui sont plutôt des réflexions de curiosité, bon, vous avez ouvert une piste, donc on a envie d'aller plus loin. Moi, je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant et qui devrait être extrêmement fertile. Alors, bon, merci, hein, merci à tous les deux pour ces commentaires. Alors, sur les causes extérieures, bien sûr, hein, je pense que c'est... j'avais peut-être mis moins de précautions dans la présentation, mais je pense que c'était entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres causes, hein, bien sûr, et comme vous le dites, il y a d'autres causes, et l'environnement financier, l'environnement de croissance économique, etc., joue. Et là, c'est un petit peu comme font les économistes, c'est-à-dire je calcule l'effet de la démographie si tout le reste ne bougeait pas, quoi, bien sûr. Hein, donc, l'effet démographique est plus, quoi, le message démographique est plutôt baissier, mais il peut y avoir d'autres événements qui peuvent éventuellement se compenser. Vous parlez un petit peu d'un autre, quand même, d'un phénomène démographique qui est la décohabitation, où le fait qu'il y ait de plus en plus, en fait, le mètre carré par personne s'accroît, du fait que mécaniquement il y a plus de femmes âgées seules, et aussi par le divorce et les nouveaux modes de vie familiaux qui font que, je sais pas quoi, les gens vivent seuls avec éventuellement des enfants, donc l'enfant a 2 chambres, donc le nombre de mètres carrés par enfant augmente. Donc ça, c'est évidemment, c'est une pression finalement pour la demande. Et alors, ça, d'une certaine manière, il est pris, quoi, si l'enquête logement le représente bien, il est pris en compte dans l'étude. D'accord ? Parce que je vais bien distinguer le comportement des hommes, des femmes et des couples. D'accord ? Et tout ça est pris en compte et il y a vraiment une façon voilà. Pour le PER, c'est vrai, ça marche très bien sur la bourse. En gros, ils prennent un indicateur démographique qui est les quarantenaires divisé par les 20 trentenaires. Et ça, c'est une courbe qui suit très bien le PER des actions. Pour l'immobilier, j'ai essayé de le faire. Pour l'instant, ça marche pas bien. Donc voilà. Voilà. C'est sûrement fertile. Il y a beaucoup de choses. Alors les prix immobiliers sont compliqués, hein, parce que c'est très net avec les actifs financiers. Pour les Américains, j'ai 65 ans, je dois financer ma retraite. Donc d'une certaine manière, je vends mes actions. Donc vous voyez l'effet démographique. À 60 ans ou 65 ans, lorsque je vends ma maison, j'en rachète une autre. Vous voyez, donc l'effet est moins fort sur le marché. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe depuis les années 2000 et qui, à mon avis, est très important dans l'explication des prix. C'est que finalement, ces baby-boomers qui dominent le marché sont des secondo-accédants, d'accord ? Et un secondo-accédant est beaucoup moins affecté par l'environnement de prix. Parce que je vends une maison, que je la vende à 100 pour en racheter une autre à 100, d'accord, ou à 110, il n'y a que sur les 10 que ça joue. Donc si je suis en environnement de prix où c'est à 1, si je vends à 1 pour revendre à 1, je m'en fiche. Que je sois un ménage français ou allemand, dans 2 environnements complètement différents, le secondo-accédant est beaucoup moins affecté. Donc la variable que moi j'utilise pour essayer de comprendre les prix, c'est la part des secondo ou tertiairo-accédants dans l'ensemble des accédants. D'accord ? Et les primo-accédants, qui est cette génération dont on a parlé ce matin, je ne sais plus quel qualificatif, voilà, ceux qui se font avoir, comme on a dit. Donc ceux-là, finalement, voilà, ceux qui doivent acheter pour la première fois quand même dans un environnement de prix très élevé, eux, sont un petit peu exclus du marché par des secondo-accédants qui s'accommodent très bien de hausse de prix. D'accord ? Parce qu'ils finalement, ils ne payent que sur le supplément de mètres carrés ou l'amélioration de qualité. Pour les données territoriales, après, il y a la base des notaires, hein, qui est la base la plus complète et qui n'est pas une enquête, l'avantage. Mais moi, je suis très consommateur en données, et donc j'ai besoin aussi une dimension temporelle. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu, c'est ça qui rend la demande plus complexe. Voilà, merci encore. Merci. Peut-être quelques réactions, une ou deux questions. Jean-Pierre ? Donc, Jean-Olivier Hérault. Non, mais juste d'un point de vue méthodologique, finalement, ce qu'on peut, par rapport aux réactions, par rapport au travail qui a été fait, finalement, ce qui apparaît, c'est qu'on a évidemment ce qu'on pourrait appeler à la fin, la base, c'est un peu une relation d'équilibre, un peu une forme réduite. C'est l'interaction d'énormément de choses, la démographie certes, mais ça a été dit, après il y a une longue liste de variables. Et on impose finalement à
à cette forme réduite, un changement démographique uniquement, même si on raisonne après toutes choses égales par ailleurs. Et ce qui manque, et c'est tout l'intérêt de la modélisation à un moment donné, c'est de savoir comment les comportements vont se modifier face à ce choc démographique. On pourra évidemment réfléchir après toutes choses égales par ailleurs. Pour l'instant, évidemment, moi, d'un point de vue méthodologique, c'est pas le fait qu'il me manque évidemment plein de variables, évidemment ça c'est un point important, c'est qu'effectivement on considère les comportements comme donnés, les comportements vont se modifier eux-mêmes par rapport au vieillissement. Donc par rapport à la base sous-jacente, c'est là effectivement que tout est non, je suis tout à fait d'accord, hein, et je pense que j'avais souligné ce point. Donc c'est un comportement, là c'est des proportions d'acheteurs, mais c'est pas des quantités d'achats. Et c'est ça qui a changé. Et moi-même, j'ai été étonné parce que j'ai pris, donc l'enquête logement, elle est tous les 5 ans, donc on a quand même pas mal de... Et j'ai pris notamment la distribution des primo-accédants, et j'ai été étonné de voir que il y avait presque autant de primo-accédants à chaque âge, vous voulez, tout en haut de la bulle, ou tout en haut en 2007, si vous voulez, en 2005, et au tout début, en 97. D'accord ? Donc le comportement, c'est pas... là, c'est juste la décision, j'achète ou j'achète pas, qui est mesurée. Vous voyez ? Et c'est pas combien j'achète. Donc je pense que ce qui a changé, finalement, pour répondre à ta question, ce qui a changé, c'est la quantité achetée. Et donc, vous parliez un petit peu de solvabilité intergénérationnelle. Moi, j'ai vraiment tendance à parler de solidarité intergénérationnelle. Il y a vraiment des générations qui vont avoir moins. Et si, en plus, il y a un retournement du marché, il y aura un coût pour ceux qui ont été primo-accédants. Ceux qui ont acheté il y a longtemps, finalement, ils auront fait une moins grosse plus-value, mais c'est pas si grave que ça. Mais ceux qui auront pour la première fois, qui seront rentrés sur le marché à des environnements de prix très très élevés, eux auront une perte très importante patrimoniale. Une question dans la salle et une question de Jean-Pierre Schaeffer. En termes de comportement, puisque les baby-boomers ont eu une certaine influence sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui, les baby-boomers, est-ce qu'on observe le fait que les baby-boomers qui ont des appartements ou des logements trop grands pour une famille qui s'est réduite, ont un comportement de vente ou pas, pour libérer la surface. Et puis Jean-Pierre, deuxième question. Alors, deuxième question peut-être. oui, pendant ce temps, Deuxième voilà. question. Oui, c'est presque un peu corollaire c'est lié à ça un peu. Une des pistes peut-être à creuser, sans vouloir trop complexifier le modèle, c'est qu'on parle aussi bien, et on voit qu'il y a bien les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer sur le marché, et puis après des tas de gens qui jouent entre eux, c'est-à-dire des secondo-accédants qui vendent à des secondo-accédants, c'est-à-dire des gens qui s'échangent des biens. Donc on parle pas exactement de la même chose. Il y a des gens qui rentrent sur le marché et des gens qui sont dessus qui jouent. Et derrière ça, il y a effectivement les biens. Est-ce que effectivement on s'échange des maisons contre des appartements, des petits appartements contre des grands appartements ? Moi j'ai l'impression, mais je vais vous laisser, qu'il y a là aussi des effets de cliquet, que l'espace, je trouve que changer de logement coûte beaucoup plus cher et un petit logement coûte plus cher qu'un grand. Il y a des effets de cliquet qui fait qu'on a besoin d'espace. Mais ça, il y a un effet de consommation d'espace. Mais peut-être que vous avez des éclairages là-dessus. Alors, pour répondre à la question de monsieur, donc plutôt que de voir les ventes, mais il y a des ventes, il y a des ventes tout le temps. La génération continue à vendre, et là il y a un petit pic d'achat, vous voyez, qui est à peu près. Bon, alors c'est encore une fois, c'est la moyenne de l'âge du ménage, etc. Mais vous voyez, c'est quand même bien le passage à la retraite, d'accord. Donc on l'a quand même celui-là. Donc celui-là est secondo-accédant. Bon, après il y a les pics, puis quand on arrive vers les 80 ans, on a des données qui sont, on a tout fait pour qu'elles soient le mieux possible, mais après les fluctuations c'est peut-être lié aux problèmes de données que d'autres. Par rapport à l'effet de... si on avait une politique un petit peu normative, alors c'est toujours très compliqué sur le logement, mais si on voulait avoir une politique normative, on devrait se dire, oui, vous qui avez un très grand appartement avec des chambres d'enfants et vous n'avez plus d'enfants et vous êtes à côté d'une bonne école, il vaudrait mieux que vous donniez ça à quelqu'un d'un peu plus jeune qui a des enfants et besoin de scolariser, et que vous alliez dans un endroit qui est un peu plus petit, et que, voilà. C'est compliqué, et manifestement ça se fait pas, quoi. Je veux dire, vous parliez du problème de l'offre, je veux dire, on sait qu'il y a une insuffisance d'offres et qu'on ne produit pas assez, je veux dire, il y a une espèce de mystère ou d'inefficacité dans le système. Je veux dire, a priori, de toute façon l'immobilier, 70% des transactions, c'est un bien dans un lotissement, donc on ne parle pas des très beaux biens en centre de Paris. À la base, on a un bien qui est relativement simple, c'est pas quelque chose de haute technologie. Je veux dire, il y a de la place encore en France largement, puis il faut mettre 4 murs, un toit, et puis faire venir l'eau. Normalement, tout le monde devrait en avoir, d'une certaine manière, quoi. Donc là aussi, si on veut rajouter des ministères, il y en a plein.
Oui, oui, on sait que la taille, par exemple, en gros, on va vraiment parler de maisons qui vont faire 100, 105 mètres carrés et des appartements qui font 66 mètres carrés. Ça sera ça quand même 90%, je pense tout content de M. Marty, des transactions. Bon, c'est peut-être ce qui sous-tend ce qu'on vient de dire là, c'est que le logement, il a aussi, alors là, il y a tout un champ de recherche sur valeur d'usage, valeur d'échange. Et dans les distorsions que vous voyez qu'on évoque, c'est qu'il y a des valeurs d'usage qui sont des fois plus importantes que la valeur d'échange. Mais ça, c'est aussi un pan de la recherche. Il n'est pas exclu qu'à un certain âge, la valeur d'usage soit même particulièrement valorisée et appréciée par rapport à la valeur d'échange. Dernière question, madame. Oui, j'ai été bluffé par votre démonstration. Simplement, je me disais qu'un logement, parce que ça marcherait tout aussi bien sur une voiture ou sur un bien. Voilà, mais un logement, c'est quand même un bien très particulier. Et la même construction, je veux dire, d'un point de vue architectural, ici ou 200 mètres plus loin, orienté au nord ou orienté au sud, n'aura déjà pas la même valeur. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que toutes les questions liées à ce qu'on appelle globalement l'étalement urbain, voilà, qui non seulement segmente le marché, mais démultiplie les effets de prix, par exemple. Hein, plus on s'éloigne, on suit une ligne en région parisienne, une ligne de métro, plus exactement de RER, et on s'arrête là où le porte-monnaie nous dit qu'on peut acheter. Hein, puisque en s'éloignant, ce sera moins cher, etc. Bon, les gens qui sont dans l'immobilier disent que le marché aujourd'hui va être totalement atone parce que la crise rend l'emploi incertain. Enfin, conserver son emploi va être incertain. Et donc, on préfère c'est pas un moment où on va changer d'appartement, de logement en général. Voilà. Et puis, puisqu'on parlait du vieillissement, vous n'avez pas donner aussi les préférences ou les tendances. Hein, effectivement, le nid vide, le couple qui a la soixantaine, en gros, hein, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, qui a la soixantaine et dont les enfants sont sortis, hein, donc le nid, c'est ce qu'on appelle le nid vide, effectivement, vont transformer la chambre d'enfant en bureau, par exemple, ou en atelier, et ne vont pas nécessairement vendre. Il y a aussi des gens qui ont des revenus ou un patrimoine plus élevé et qui vont avoir plusieurs appartements dans lesquels ils vont faire des va-et-vient, etc. Toutes ces questions-là ne transparaissent pas. Voilà, sans parler de la propension des personnes très âgées à plutôt habiter en centre-ville, comme les plus jeunes, mais pour des raisons totalement différentes. Alors oui, c'est peut-être pas transparent, mais c'est un bien complexe, hein, c'est clair, parce que comme vous dites, il est très très hétérogène, d'accord. Même si la majorité des transactions se font quand même sur un bien qui est relativement calibré, mais il peut être très hétérogène. Et puis, comme vous dites, ce qui est vraiment complexe, et je pense que M. Marty, il travaille beaucoup là-dessus, ne me contredira pas, c'est que c'est à la fois un bien d'investissement et un bien de consommation, d'accord. Donc il y a les deux dimensions, quoi. Et donc les comportements de l'acheteur, typiquement, il regarde vers l'avant, c'est-à-dire il regarde son flux de revenus et donc ses possibilités d'être au chômage, comme vous dites. Et puis le comportement du vendeur est un peu différent. Il regarde vers l'arrière, il regarde sa plus-value, il regarde quelles sont ses possibilités ailleurs et à côté, d'accord. Donc ça rend le marché extrêmement complexe. Idéalement, si on avait pour chaque typologie de biens des informations et si on pouvait décomposer tous les marchés, on serait très content. Mais après, il ne faut pas non plus croire. Il y a beaucoup de biens dans l'économie qui sont complexes aussi. Je pense que les services financiers ou les services d'assurance, etc., sont aussi très hétérogènes et très différents. Je ne vais même pas parler des services médicaux, etc. Vous voyez, donc on a l'habitude toujours d'essayer d'agréger. Évidemment, on perd des choses, quoi. Mais Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à nos intervenants.